Ecorama, la grande interview sur Boursorama enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Votre invité à présent, Bertrand Camus, directeur général de Suez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, vous avez participé à une table ronde sur la ville de demain. Concrètement, parce qu'au-delà des grands mots, comment elle doit s'adapter pour être plus résilient, plus propre, plus inclusif, des mots qu'on entend souvent. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on en prend le chemin? Est-ce que le plus dur n'est quand même pas devant nous? Clairement, le plus dur est devant nous. Je prenais ce matin l'image des études qu'avaient fait les experts sur l'utilisation du tout pétrole dans les années 70, avec, je crois, la mesure qui disait que dans les années 2020, on atteindrait 400 millièmes de ppm de CO2 dans l'atmosphère. 50 ans après, on en est exactement là. Et sur ces sujets de changement climatique, d'adaptation, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Tout ça est documenté, tout ça est étudié. Et aujourd'hui, il y a un vrai sentiment d'urgence. En fait, il faut agir pour préparer les villes à pouvoir affronter ces événements climatiques, soit de fortes intempéries, soit de sécheresse. Actuellement, nous avons l'exemple de Vancouver, avec la cloche qui fait monter les températures, voilà, ou Delhi, qui a battu le record de température qui datait de 1931. Quelles sont les villes dans le monde qui sont des bons élèves, où l'air est plus propre, où il y a moins d'embouteillages, où il y a moins d'empreintes carbone? Il y a des villes qui sont avant-gardistes, qui sont pionnières, qui ont pris de l'avance justement. Oui, il y a des villes qui ont eu une approche très en avance de phase. Vancouver est un exemple. Quand on regarde leur classement CDP sur toutes ces actions, à la fois sur la neutralité carbone et aussi les conditions de vie, elle est très en avance, mais elle n'est pas à l'abri justement d'événements climatiques extrêmes. Et en fait, eux pensaient que ce type d'événement n'arriverait qu'en 2050. Nous sommes en 2020 et ça montre bien que personne n'est à l'abri et qu'il faut donc agir aujourd'hui. Est-ce que la pandémie ne remet pas un petit peu en cause l'attrait des grands centres urbains? On voit quand même de plus en plus de citadins, est-ce que c'est un phénomène transitoire ou durable, l'avenir nous le dira, mais qui recherchent une meilleure qualité de vie et qui s'éloignent donc un petit peu des mégalopoles? Il faut que la ville redevienne un lieu de convivialité, de partage, pour que les citoyens s'y sentent bien. D'ailleurs, on le voit bien, depuis qu'on est déconfiné, tout le monde revient sur les terrasses de café, tout le monde se regroupe. Donc il y a même ce besoin de relations humaines. Mais par contre, il faut investir de nouveau dans des espaces communs, les parcs, les zones récréatives, pour que la ville qui sera plus dense pour pouvoir affronter le défi du changement climatique et de la neutralité carbone, il y ait des lieux où les gens puissent se retrouver. Alors, je prenais aussi l'exemple de la Malaisie où j'ai habité en 97, les gens allaient se réfugiés dans les shopping malls, les centres commerciaux pour bénéficier de la climatisation pendant les vagues de chaleur. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Les bains, par exemple, la baignade en Seine, voilà, ça peut être des choses qui peuvent permettre de retrouver ces espaces communs pour pouvoir être tous ensemble dans les villes. Après, avoir des villes plus inclusives, c'est un épithète qui revient souvent, inclusif, quand on voit le prix au mètre carré dans les grandes mégalopoles, notamment Paris, on se dit que c'est quand même mission impossible, non? C'est le prix de la pierre. Oui, c'est un sujet évident de pouvoir rendre le logement abordable, soit dans l'accession à la propriété, soit dans la location. De toute façon, les surfaces seront plus petites qu'avant, à cause de la densité nécessaire pour mieux pouvoir gérer ces questions d'émissions de gaz à effet de serre, d'où l'importance de réinvestir l'espace public avec des espaces communs. La transition énergétique, Bertrand Camus, nécessite, on le sait, beaucoup de moyens. Aussi une volonté politique qui doit être forte et déterminée. Comment se situe la France par rapport au reste du monde là-dessus? La France, au-delà, il y a les intentions, il y a les objectifs et il y a le chemin pour y aller. On est en retard, clairement. Donc on bénéficie de notre parc nucléaire qui permet d'avoir une énergie peu carbonée. Voilà. Mais quand on regarde l'ensemble des indicateurs, en particulier sur la mobilité, qui est une grande source d'émissions de gaz à effet de serre, ou les logements, l'efficacité énergétique des bâtiments, on est en retard. On a beaucoup perdu du temps depuis la COP 21 de 2015. Alors il y a des choses qui ont été prises en main, je pense notamment à la question de la rénovation thermique des bâtiments avec le plan de relance qui prévoit un volet important. 7 milliards d'euros de mémoire, je crois. Sur ce sujet. C'est suffisant? C'est surtout de la subvention et de l'investissement, mais aussi des mécanismes financiers qui ont été mis en place avec les banques, de façon à ce que, en gros, la valeur d'un logement par rapport aux ces fameuses notes énergétiques soit finalement permettre d'avoir accès à des prêts au moment de l'acquisition qui permettent la rénovation énergétique de l'appartement ou du bâtiment. Donc il y a des outils concrets qui ont été mis en place pour pouvoir avancer. Par contre, sur la mobilité, beaucoup reste à faire. Suez ou le nouveau Suez
fait partie de la solution pour réussir cette transition énergétique? Alors nous avons une pierre à porter à l'édifice, notamment sur tout ce qui est économie circulaire, avec deux objectifs, réduire là, encore une fois les émissions de gaz à effet de serre et puis avoir accès à des ressources. On a par exemple signé récemment un accord de partenariat avec Eramet sur le recyclage des batteries. Quand on regarde, c'était Philippe Varin qui me disait il y a quelques jours qu'il lui participe à un forum sur la ressource, que pour pouvoir mener à bien la transition avec des systèmes éoliens, des systèmes solaires, il va falloir consommer en 20 ans la même quantité de ressources que celles qu'on a consommées depuis le début de l'ère industrielle. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le sujet. Christelle Bory, la patronne d'Eramet, on parlera effectivement de ces métaux, de ces minéraux. Donc le recyclage a ce double effet vertueux, donc réduction des gaz à effet de serre, mais en même temps accès à de la ressource, de façon à pouvoir entrer dans une boucle vertueuse. Et puis il y a tout ce qui est gestion du grand cycle de l'eau. Et là, on est plus sur des questions d'adaptation, puisque le changement climatique est une réalité avec une accélération très forte en fait. Alors le conseil d'administration, autre sujet, Bertrand Camus de Suez a recommandé il y a quelques jours son rachat par Veolia. Le périmètre, le futur périmètre du nouveau Suez, il est acté, il ne bougera plus ou il peut y avoir encore quelques ajustements? Aujourd'hui, donc, nous avons un consortium qui s'est formé autour de Meridiam, GIP et la Caisse des dépôts en association avec CNP, donc sur la base d'un périmètre figé. Sur les 7 milliards de chiffre d'affaires consolidé, il y a 5 milliards en France, 2 milliards à l'international, qui donne une capacité de projection de l'Europe à l'Australie, pour faire simple, sur l'ensemble des métiers de Suez. Il y a aussi des participations très importantes dans le portefeuille qui ne sont pas consolidées dans le chiffre d'affaires, notamment nos 23% dans les eaux de Rome. Nous avons aussi une participation importante dans les eaux de Chongqing. Donc tout ça, c'est de la présence supplémentaire pour pouvoir se développer. Après, il se peut que, suite au processus des règles de concurrence, ça pourrait bouger il y a uniquement dans ce cadre-là. Voilà, il y a des règles, il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Si jamais il y a des actifs qui ne pouvaient pas être transférés pour des questions réglementaires, comment est-ce qu'il y aurait une discussion pour compenser par d'autres actifs? Et puis il peut se trouver aussi qu'il y a des actifs qui ne puissent pas aller chez Veolia pour des questions antitrust. Justement, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura une espèce de droit prioritaire? Il y a une clause qui est prévue pour que le nouveau Suez puisse faire une offre sur ses actifs. De manière prioritaire? De manière prioritaire, oui. Sur le périmètre à l'étranger, international, Bertrand Camus, donc on a dit Italie, Inde, Chine, en Afrique. Nous sommes en Inde, en Asie centrale, en Australie. Donc en fait, c'est 6 milliards d'habitants sur les 7 et quelques. Parce qu'en fait, on a perdu uniquement notre présence aux Amériques, entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Bon. Vous vous êtes battu, Bertrand Camus, pour que le nouveau Suez conserve une taille critique. Est-ce que ça sera vraiment le cas? Est-ce que ce nouveau Suez a 7 milliards d'euros? Ah oui, aujourd'hui, la question de la taille critique et de la viabilité de l'entreprise est assurée, puisque nous avons notamment récupéré l'ensemble des savoir-faire technologiques, que ce soit les centres de recherche et de développement, que ce soit les activités de construction qui sont très importantes pour répondre aux besoins en infrastructure, et puis aussi tout ce qui est un peu notre bébé, les solutions digitales, qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes dans l'optimisation non seulement du développement, mais de la gestion des infrastructures. Donc la viabilité est assurée, le périmètre est suffisant pour amortir les coûts liés à ces investissements d'innovation, de recherche et développement. Voilà, maintenant la question c'est comment ce nouveau Suez, ces nouvelles équipes se redéploient et repartent à la conquête de nouveaux marchés sur un secteur qui reste porteur. Ouais. Alors vous l'avez déclaré il y a quelques jours, vous ne serez pas, Bertrand Camus, le dirigeant de ce nouveau Suez. Là je m'adresse à l'homme autant qu'au patron de Suez. Vous avez longuement hésité, encore une fois, dans cette décision. Ça a été compliqué comme décision, c'était un choix difficile de ne pas faire partie de l'aventure du nouveau Suez. Vous qui, je crois que vous êtes entré en 1994, c'est plus qu'un quart de siècle au service de Suez. Donc voilà, c'est pas... Oui, j'ai pris mon temps pour réfléchir, c'est une décision... Ça a été une évidence ou il y a eu Non, c'est une décision mûrement réfléchie, voilà, ça fait 27 ans, comme vous le dites, une carrière essentiellement à l'international, justement en développement de nos activités sur tous les continents. Je pense que la nouvelle page que doit écrire Suez est une page différente. En fait, ça ne va pas être le même développement que celui que nous avons mené au cours de ce quart de siècle. Et j'ai considéré que c'était bien que ce soit une nouvelle équipe qui projette l'entreprise vers l'avenir. Et puis moi, voilà, ça me permettra aussi de regarder d'autres opportunités. On saura ce mois-ci, a priori, c'est ça, qui le nom, le duo de la personne qui vous succédera.
Quelqu'un issu de Suez ou pas nécessairement d'ailleurs? Alors l'objectif c'est d'avoir quelqu'un effectivement de nommé d'ici la fin du mois de juillet parce qu'il y a énormément de travail en fait pour pouvoir être prêt pour le jour J. On vise le mois de décembre parce que d'un côté il faut passer par tout le processus antitrust au niveau de la Commission européenne dans différentes juridictions, donc ça va prendre… Qui devrait se prononcer a priori? C'est novembre à peu près, voilà, c'est à peu près le timing. Après il y a la création, donc la séparation de l'entreprise, donc une partie rejoint Veolia, une partie qui intègre le nouveau Suez, la séparation du siège, des fonctions support, donc il y a tout un travail très fin pour que opérationnellement ce soit fonctionnel dès le 1er décembre, c'est l'objectif. Et donc c'est important d'avoir quelqu'un à bord pour pouvoir faire les arbitrages, pour pouvoir aussi remettre les équipes dans une dynamique de développement, voilà, tourner la page. Ça a été un moment difficile pour les équipes, elles ont besoin de se reprojeter. Et donc on s'est mis d'accord avec le consortium que c'était l'intérêt de tous d'avoir quelqu'un à bord d'ici la fin du mois de juillet. Vous avez déjà une petite idée de là où vous serez, ou de ce que vous avez envie de faire post 1er décembre? Je veux rester ouvert sur les opportunités. Je crois que je suis plutôt un homme d'action, opérationnel. J'ai adoré mon job là, dans les 2 dernières années. Voilà, mettre en place des équipes, une stratégie qui a donné ses fruits. Voilà, donc on a vécu beaucoup de choses, peut-être trop de choses en 2 ans, mais voilà, ça a concentré. Bon, voilà, c'est une belle courbe d'apprentissage. Et puis je pense que justement, mon engagement pour l'environnement, ce que j'ai fait peut aussi être utile dans ce que nous allons vivre dans les décennies qui viennent. Et donc, je suis prêt à me mobiliser sur d'autres défis. Je sais qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, évidemment, mais si vous pouviez revenir 1 an en arrière, au moment où le président d'Engie annonce que tout est ouvert s'agissant de sa participation de 32% dans Suez, pas ce moment-là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez fait différemment s'il y avait une chose de différente? Pardon, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais s'il y avait une seule chose. Et après, on passe à autre chose. Non, je pense qu'il y a deux choses qui ont été peut-être moins bien anticipées, moins bien gérées. C'est la façon dont Engie allait gérer ce processus. On s'attendait vraiment à quelque chose d'ordonné. On savait que Veolia serait intéressé, se présenterait, tenterait sa chance. Ce n'était pas une surprise. Mais on pensait vraiment avoir affaire à un processus ordonné, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est présenté et c'est lui qui a finalement décidé du timing de l'opération. Et puis le deuxième sujet, peut-être qui a été moins bien vu, ça a été de chercher des investisseurs pour 30%, ce qui était quand même assez compliqué à l'époque puisqu'on était post-Covid, alors qu'en fait une bonne solution aurait été directement d'avoir une offre pour 100% du capital. Voilà, être en mesure de faire cette offre aurait été quelque chose sur lequel on aurait peut-être pu anticiper davantage. Suez qui a remporté il y a quelques jours, j'ai vu ça, de nouveaux contrats en Chine. Donc le business doit continuer et on se dit que c'est pas facile de faire du business quand on vit une double crise, à la fois une opération, une bataille, et en même temps le Covid et voilà, c'est pas facile. Mais en même temps le business doit continuer. Oui, enfin, les équipes ont fait un boulot formidable. D'ailleurs, c'est ce que je leur avais demandé au tout début de l'opération de Veolia. C'était nous, on s'occupait de la défense du groupe, à eux de s'occuper de nos clients, de nos équipes. De continuer à développer les activités. Malgré tout, ça vous a handicapé, tous ces longs mois de feuilleton? On ne l'a pas senti, en fait, on l'a pas senti. Par rapport aux clients, au fait de capter de nouveaux marchés, non, on ne l'a pas senti, on a vraiment vécu sur le pipe d'activité qu'on avait. Donc les opérations se sont matérialisées peut-être un peu plus lentement qu'escompté. Par contre, là, on voit que maintenant, il faut repartir au contact des clients pour pouvoir réalimenter le pipe. Mais les opportunités sont là, enfin, on voit bien ce qui se passe et nos métiers sont au cœur de cette transition. Avec une reprise, on finit là-dessus, de l'activité qu'on observe notamment au premier trimestre chez Suez. Mais voilà, quand vous voyez le rebond de l'activité en France un peu partout, le FMI nous dit que ça sera encore plus rapide aux États-Unis. Le rebond de l'activité, voilà, vous est favorable? Oui, on voit un rebond à la hauteur de la contraction, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup d'épargne qui s'est accumulée pendant cette période, avec peu d'accès aux services. La question de la durabilité de cette reprise est quand même quelque chose qui reste à démontrer dans les semaines et les mois qui viennent. En particulier, si le virus, je ne pense pas qu'on s'en soit débarrassé, il va circuler. Il y a des pays qui restent… Il est prouvé qu'aux États-Unis, 99,5% des gens qui sont décédés du Covid depuis le début de l'année n'étaient pas vaccinés. Ouais. Non, mais je pense que le vaccin est clairement un atout formidable, voilà, pour apporter
une réponse, en tout cas pouvoir vivre dans cette situation. Mais on voit aussi, voilà, le commerce international est quand même affecté, la Chine s'est quand même plutôt refermée pendant cette phase-là. Donc je pense que le monde post-Covid n'est pas connu encore. Je ne pense pas qu'on sort d'un traumatisme de cette ampleur au niveau planétaire en disant que ça repart comme avant. Et je pense que c'était justement ce qui est intéressant dans les débats ici à Aix, c'est essayer de dessiner ou d'imaginer ce que va être le futur. Mais la situation Covid, plus tout ce que l'on voit d'un point de vue révolution technologique, le digital, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger beaucoup plus vite que ce que l'on anticipait. Le climat aussi, hein, l'impact climatique, on en a parlé avec le cas de Vancouver. Et tout ça va nous faire déboucher sur un monde qui, à mon avis, sera assez différent de celui qu'on peut concevoir aujourd'hui. Et dans ce monde-là, et on finit là-dessus, le nouveau Suez pourrait être une entreprise à mission. J'ai lu ça dans la presse. Est-ce que vous y êtes à titre personnel favorable? J'ai posé la question à Antoine Frérot, il m'a dit il n'y a pas d'urgence. Ah ben, je pense que ce ne soit pas lui de répondre à la question déjà pour commencer. Non, mais sur Veolia. Ah pardon, vous parlez du nouveau Suez. Oui, ah pardon, excusez-moi. Si Veolia pourrait être entreprise nous, à mission, on a une raison d'être déjà. Oui, voilà, nous aussi, on a dans la gradation, on a publié notre raison d'être l'an dernier, hein, au moment de l'Assemblée Générale. Elle est tout à fait valide pour le nouveau Suez. Hein, il n'y a pas une ligne à changer par rapport aux missions de cette entité. Voilà, après, c'est une gradation en termes de est-ce qu'on veut être juste avec une déclaration, une entreprise à mission, et ça sera aux actionnaires et aux équipes de direction de ce nouvel ensemble de faire leur choix. Ça peut faire bon ménage, on finit là-dessus, la bourse, les marchés financiers et une entreprise à mission. On a tous en tête le cas évidemment Danone, mais qui est un cas beaucoup plus complexe dans lequel on ne rentrera pas là. Mais est-ce que ça peut faire bon ménage, la bourse, les actionnaires et être entreprise à mission avec toutes les contraintes que ça inclut? Je pense que ce n'est pas incompatible. Hein. La bourse, elle juge des résultats, des perspectives de croissance. Elle sait être patiente aussi s'il y a une belle histoire, si les résultats sont là. Ce que sanctionne la bourse, c'est l'incertitude ou les promesses non tenues. Les promesses non tenues, voilà, le fait de ne pas délivrer ses engagements. Mais pour avoir vécu avec beaucoup de proximité des investisseurs, que ce soit sur la présentation de notre plan, sur son développement, puis l'OPA après, en fait, les marchés financiers voilà, ont besoin d'avoir de la confiance, de croire en une histoire et une entreprise à mission. Donc, si les résultats sont au rendez-vous, n'est pas un handicap à mon avis. Merci d'avoir été avec nous. Bertrand Camus, donc, directeur Merci général de Suez, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.